Le 13h, Véronique Barbier. À la une de l'actualité, ces perquisitions à l'ISPPC, l'intercommunal de santé publique du pays de Charleroi, au domicile aussi de son ancien directeur. Les enquêteurs recherchent des preuves de malversation. Nous ferons le point en direct avec Thomas Rorive. Faut-il modifier la taxation kilométrique pour les poids lourds, l'augmenter durant les heures de pointe, la rendre plus attractive aux heures creuses? Voilà l'un des points discutés ce matin par les différents ministres de la mobilité. On en parle avec Jennifer Istas. L'heure du recueillement à Londres, un rassemblement a eu lieu hier soir au London Bridge où a eu lieu l'attaque ce week-end. Une minute de silence a aussi été respectée ce midi dans tout le pays. Il a encore des étoiles plein les yeux. Thomas Pesquet a rencontré la presse ce matin, l'occasion de revenir sur son fabuleux voyage dans l'espace. Et puis une victoire sans panache. Les Diables Rouges ont battu la République tchèque hier soir, mais ils devront être plus convaincants vendredi face à l'Estonie. Bonjour à tous. À la une de l'actualité, ces perquisitions menées dans la région de Charleroi. Elles étaient toujours en cours à midi. Elles se déroulent dans le cadre de l'enquête concernant les activités de l'ISPPC, l'intercommunal de santé publique, qui est dans le collimateur de la justice. On parle de malversation, de salaires excessifs. Les enquêteurs ont visité le domicile de l'ancien directeur médical de l'ISPPC, son cabinet de bourgmestre à Merbe-le-Château, ainsi que les locaux occupés par la direction de l'intercommunal. Le point avec Natacha Mann. Il est 11h15 ce matin quand Philippe Lejeune, bourgmestre de Merbe-le-Château et directeur médical de l'ISPPC, est emmené par la police judiciaire fédérale pour être entendu. Dès 9h ce matin, son domicile privé ainsi que ses bureaux à la commune ont été perquisitionnés par 12 enquêteurs. Depuis plusieurs semaines, il est au centre d'une polémique qui a éclaté concernant la gestion de l'intercommunal des soins de santé et la possible utilisation à des fins personnelles du matériel de l'intercommunal. Au même moment, le siège de l'ISPPC est également investi par une vingtaine d'enquêteurs occupés à rassembler des documents. Selon nos informations, le bureau de Philippe Lejeune aurait été placé sous scellé, ainsi que d'autres locaux qui l'occupaient. À l'heure actuelle, les perquisitions ici à Charleroi sont toujours en cours. Les perquisitions donc aussi à la maison communale de Merbe-le-Château. C'est là que nous rejoignons immédiatement Thomas Rorive. Bonjour Thomas. Alors que recherchent au juste les enquêteurs ? Eh bien Véronique, au niveau des enquêteurs de la section économique de la police judiciaire fédérale de Charleroi, la discrétion est évidemment de mise. Nous avons toutefois pu apprendre à bonne source que tout le volet utilisation à des fins privées du matériel de l'intercommunal, c'est l'histoire de la fameuse machine à ratatouille notamment, eh bien ce volet n'est pas la priorité des enquêteurs qui souhaiteraient se focaliser sur les éléments relatifs aux présomptions de marché public truqués, voire de corruption, éléments qui ont été dénoncés dans une lettre anonyme transmise au comité de direction qui, rappelons-le, avait décidé de suspendre Philippe Lejeune de toutes ses fonctions au sein de l'intercommunal il y a quelques jours. Alors, la seule certitude à ce stade, c'est que de nombreux documents ont été emmenés par les enquêteurs et que Philippe Lejeune sera interrogé dans les toutes prochaines heures. Dernier élément, c'est une nouveauté, c'est que le parquet de Charleroi, qui est toujours resté très discret sur ce sujet, a annoncé qu'il communiquerait officiellement dans le courant de l'après-midi. Merci beaucoup Thomas pour ces précisions en direct donc de Merbe-le-Château. Et ce n'est pas la première fois que la région de Charleroi est secouée par des affaires. Pour l'ancien ministre-président wallon Jean-Claude Van Coenberg, les instances du PS n'avaient rien laissé passer à l'époque il y a 10 ans. Alors qu'à Liège, elles se sont montrées, dit-il, bien plus clémentes dans le dossier Publifin. Une critique qui vise donc la fédération liégeoise du parti. Je vous propose d'écouter Jean-Claude Van Coenberg qui était l'invité ce matin de Thomas Gadisseux sur la première. Quand il a été question d'affaires à Charleroi, directement le parti a réagi, nous a mis sous tutelle, aucune instance ne pouvait plus fonctionner et on nous a amené Paul Magnette comme tuteur qui régentait tout. À Liège, je constate qu'on a été beaucoup plus soft dans la réaction. Il y a eu de l'hésitation. Des hésitations et on n'a pas osé mettre les mêmes mesures en œuvre à Liège politiquement. On n'a pas mis la fédération sous tutelle, on n'a pas mis l'USC sous tutelle, etc. Donc, je pense. Comment vous expliquez cela ?
la puissance plus importante de la Fédération de Liège au sein du parti que celle que Charleroi ne représentait. Et puis c'est aujourd'hui que débute la procédure judiciaire qui vise Georges Gilles-Quinet, le député fédéral écolo et membre de la commission Kazakh-Gate. Et ses interventions ne plaisent pas visiblement à l'un des protagonistes du dossier, Patok Chodiev, qui l'assigne pour manque d'impartialité. Le tribunal civil de Namur a ouvert le dossier ce matin et Aurélie Fogli, une audience préparatoire avant tout puisque les plaidoiries ne sont prévues qu'en mai 2018. L'audience n'aura duré que quelques instants, le temps en fait de fixer l'agenda pour la suite. Donc c'est un procès qui devrait durer un peu plus d'1 an. Alors fait étonnant aujourd'hui, la juge Manuela Cadelli a annoncé qu'elle ne traiterait pas ce dossier parce qu'elle avait eu des positions publiques sur le sujet, notamment sur la transaction pénale, et que pour la sérénité des débats et dans un souci d'équité, elle ne souhaitait pas traiter ce dossier. Elle suggère par contre de le renvoyer à une chambre à 3 juges. C'est une procédure un petit peu exceptionnelle, mais, dit-elle, c'est la meilleure option pour diluer les responsabilités dans un dossier très très délicat. Voilà pour ce qui s'est passé aujourd'hui. Pour le reste, les avocats de Patok Chodiev n'ont pas souhaité s'exprimer. Quant à Georges Gilles-Quinet, lui, il se dit serein. Écoutez-le. Je reste serein parce que je suis droit dans mes bottes, parce que la Chambre est derrière moi, parce que c'est un acte unilatéral qui est posé par la partie adverse. C'est une forme de pression, comme on en connaît dans ce dossier, mais ça ne m'atteint pas, ça ne fait que renforcer ma motivation à avancer dans le travail. Voilà pour cette interview réalisée par Aurélie Fogli. Et puis c'est l'une des mesures prises dans notre pays pour lutter contre le terrorisme. Les utilisateurs de cartes téléphoniques prépayées doivent s'enregistrer, sinon leur numéro sera coupé. Fini l'anonymat donc. Les personnes concernées ont normalement jusque demain minuit pour se faire connaître. Sylvia Falcinelli. Chez cet opérateur de téléphonie, la file s'allonge. Beaucoup d'utilisateurs de cartes prépayées sont venus s'identifier en dernière minute. On s'attendait un petit peu à ce qu'il y ait du monde le dernier jour, mais pas autant. Voilà, tout le monde a attendu le dernier jour pour arriver, mais ça va, on est zen et la journée ne fait que commencer. Officiellement, la limite pour enregistrer sa carte SIM est fixée à ce mercredi minuit. Mais bon nombre d'opérateurs ont anticipé la date. Aujourd'hui, sur les 3,1 millions de cartes prépayées actives en Belgique, 2,5 millions sont d'ores et déjà enregistrées. Les données personnelles de leurs utilisateurs seront traitées de la même façon que celles des clients abonnés. Toutes ces données, nous les gardons et nous les utilisons en cas de requête judiciaire, par exemple, quand il y a des enquêtes, quand il y a une demande d'un juge d'instruction, quand il y a un officier de police judiciaire. Tous des cas qui sont explicitement prévus par la loi, eh bien, nous devrons communiquer les données des clients. Fini l'anonymat, mais pas d'état d'âme pour ces clients. Je trouve que c'est mieux parce qu'on peut savoir à qui appartient le numéro de téléphone. Ça peut nous aider, voilà. Je crois que c'est même une bonne chose. Pour les terrorismes, les communications secrètes entre eux, quoi. Et moi, ça ne me dérange pas du tout que ce soit public, quoi. Cette mesure fait effectivement partie de l'arsenal de mesures adoptées dans le contexte des attentats. Et elle fait réagir le président de la Ligue des droits de l'homme. Ce matin, sur la première, au-delà même du principe, il s'interrogeait sur son efficacité. On peut quand même se poser la question de l'efficacité de cette mesure, parce que comme d'autres mesures, elles n'ont de sens que si elles sont appliquées au niveau européen. La mesure sur les cartes prépayées, les spécialistes de lutte contre le terrorisme disent que c'est inefficace parce que c'est déjà dépassé. Les terroristes n'utilisent pas des cartes prépayées ou plus, ils passent par d'autres moyens de communication. Passé la limite, les cartes non enregistrées seront totalement bloquées. Mais les opérateurs que nous avons contactés ont prévu une possibilité de déblocage dans un délai variable via une identification en ligne ou en magasin. Faut-il modifier la taxe kilométrique imposée aux camionneurs? C'est la proposition du ministre wallon de la Mobilité. Il veut la modifier selon le moment de la journée, l'augmenter aux heures de pointe, la diminuer aux heures creuses. Une proposition qui vise évidemment à réduire les encombrements. Et le ministre wallon de la Mobilité l'a soumise aujourd'hui à ses homologues bruxellois et flamands notamment. En route depuis seulement 1 an, la taxe kilométrique pourrait déjà prendre un tournant. Le ministre wallon de la Mobilité voudrait la modifier en fonction des heures de pointe. Entre 4h et 7h du matin, la taxe coûterait moins cher. Au contraire, entre 7h et 9h du matin, il faudrait payer plus. Objectif du ministre, désengorger les routes.
La situation actuelle est ce qu'elle est à l'entrée de Bruxelles. Donc aujourd'hui, effectivement, si on pouvait réduire le nombre de camions à l'entrée de Bruxelles aux heures de pointe, je pense que ce serait tout bénéfice pour tout le monde, pour les camions eux-mêmes d'ailleurs. Côté bruxellois, l'heure est d'abord à l'évaluation. Nivellation est nécessaire et sur base de ça, on peut voir est-ce qu'on a changé, oui ou non, quoi est-ce qu'on a changé, est-ce qu'on doit élargir, quoi ou pas élargir. Toutes ces questions doivent être posées au moment, mais l'évaluation n'est pas encore terminée. Et je préfère attendre l'évaluation avant de se prononcer. Désengorger les routes, un objectif ambitieux désormais sur la table des ministres de la mobilité. Dans cette optique, Ben Waits, le ministre flamand de la mobilité, s'est dit favorable à l'extension de cette taxe kilométrique aux voitures. Un reportage de Jennifer Ristas que nous retrouvons immédiatement devant le cabinet du ministre fédéral de la mobilité près de la gare du Midi. Alors Jennifer, la réunion entre tous ces ministres compétents vient de se terminer. Est-ce que l'une de ces propositions tient la route ? Eh bien, sur la proposition du ministre flamand de la mobilité d'étendre cette taxe kilométrique aux voitures, c'est un non catégorique pour la Wallonie, c'est tout simplement inenvisageable. Par contre, sur la proposition du ministre wallon de la mobilité de pouvoir adapter cette taxe kilométrique pour les camions en fonction des heures de pointe, eh bien là, les discussions restent ouvertes. Les ministres de la mobilité se donneront rendez-vous en juillet pour en rediscuter une fois que l'évaluation de cette taxe kilométrique sera terminée, que les conclusions seront rendues. Et ce sont des propositions, Jennifer, qui font réagir déjà sur le terrain. Oui, tout à fait, à commencer par la grande distribution et son porte-parole, Comeos, qui se dit plutôt positif par rapport à cette initiative. Elle permettrait de diminuer le trafic des camions de 10 à 15% en heure de pointe. Par contre, les avis sont plus mitigés du côté des professionnels du secteur. L'UPTR, l'Union professionnelle des transporteurs, a réagi et craint que cette adaptation n'enraye finalement la chaîne de distribution, parce que même si les camions peuvent rouler de nuit, rien ne garantit qu'à la fin de la chaîne de distribution, c'est-à-dire quand les marchandises doivent être retirées du camion, rien ne garantit que quelqu'un soit là, disponible pendant la nuit pour accueillir les camionneurs. Ils ne sont donc pas tout à fait contre, mais seulement sous certaines conditions. Merci Jennifer Ristas, en direct donc de la gare du Midi. Restons sur la route un moment juste pour vous signaler une bonne nouvelle, puisque le prix des carburants diminue dès demain. Le diesel atteint d'ailleurs son niveau le plus bas depuis le début de cette année. Je vous laisse regarder d'ailleurs les baisses qui sont annoncées. Les suites à présent de ce scandale dont nous vous avons parlé hier, avec ce prêtre suisse soupçonné de faits de pédophilie qui a été envoyé par sa fraternité en Belgique pour s'occuper notamment d'enfants. La fraternité Saint-Pédis qui a déjà été éclaboussée par d'autres scandales du même ordre. Les explications de David Brichard. Ce sont des images tournées par une de nos équipes en 2009. Elles montrent une messe célébrée par la fraternité Saint-Pédis. Cette communauté dont fait partie le prêtre suisse soupçonné de faits de pédophilie en Belgique. Fondée par Monseigneur Lefebvre, cette fraternité de catholiques intégristes a été excommuniée par le Vatican en 1988. C'est une fraternité catholique qui a été excommuniée lorsque son fondateur, Monseigneur Lefebvre, a décidé d'ordonner des évêques, mais cette excommunication a été levée par le pape Benoît XVI. Donc actuellement, on peut considérer que cette fraternité est tout de même une fraternité de prêtres catholiques, même si elle n'est pas pleinement en communion avec l'Église catholique de Rome. Ce sont des intégristes. Ce sont des intégristes, ce sont des traditionalistes, je pense qu'effectivement, on peut le dire. Des cas d'abus sexuels au sein de cette fraternité, il y en aurait plus d'un. Le magazine français Le Nouvel Observateur en parle longuement dans un dossier exclusif de cette semaine, témoignage à l'appui. Nous avons contacté ce matin un des responsables de l'école Notre-Dame de la Sainte-Espérance. C'est dans cet établissement privé de 50 élèves que le prêtre suisse aurait commis ces actes. Nous n'aurons pas de réaction filmée, mais voici ce qu'on nous dit par téléphone. Je suis vraiment navré, c'est très grave, je prends la mesure de la situation. Évidemment, nous avons développé une extrême vigilance à l'école pour que cela ne se reproduise plus. Cette fraternité Saint-Pédis serait un milieu où la loi du silence est de mise, y compris lorsqu'il s'agit d'abus sexuels sur des mineurs d'âge. Comme cette communauté ne fait pas partie intégrante de l'Église catholique, elle échappe au dispositif que le Vatican a mis en place ces dernières années pour éviter de nouveaux cas de pédophilie. Et c'est peut-être ça le problème.
C'est également propre à toutes les communautés religieuses de petite taille qui vivent en vase clos. Donc on est là finalement un phénomène qui n'est pas sans rappeler certains phénomènes sectaires. Effectivement, comme là, ils ont l'étiquette catholique et bénéficient d'une légitimité dont ne bénéficient pas d'autres groupements dits sectaires. Mais je pense qu'on est finalement face à une dynamique qui ressemble à celle-là. Non reconnue par l'État belge, cette fraternité Saint-Pie X aurait couvert le prêtre suisse en l'envoyant en Belgique. Il était déjà pointé du doigt par la justice de son pays pour des affaires d'abus sexuels. Il est 13h13. Dans un instant, on s'arrête dans une réserve naturelle près de Couvin, un site protégé depuis 30 ans déjà. Le récit d'un match de boxe légendaire, celui d'un sportif méconnu qui s'est opposé à Mohamed Ali. Son histoire est racontée dans un film dont nous parlerons dans notre zapping ciné de la semaine. Et puis nous retrouverons aussi Nafissatou Thiam qui vient d'annoncer son engagement pour les enfants. Elle devient la nouvelle ambassadrice de l'UNICEF. L'émotion hier soir à Londres aux abords du London Bridge. L'émotion aussi ce midi quand toute la Grande-Bretagne a respecté une minute de silence. Le pays pleure ses morts, ceux qui sont tombés samedi dans la capitale et puis ceux qui sont tombés aussi lors des précédents attentats. Des images commentées par Laurence Brex. 11h précises à Londres, le silence débute pour une minute d'hommage aux victimes des différents attentats. La Grande-Bretagne vient de connaître 3 attentats en moins de 3 mois. Alors un peu partout à travers le pays, les autorités et les citoyens s'arrêtent pour une minute de commémoration et de souvenir aux victimes et à leurs proches. Entourée par ses amis et sa famille, Melissa McMullan tente de tenir bon. La police vient de lui annoncer que la carte bancaire de son frère a été retrouvée sur le corps d'une des victimes, qui n'est pas encore identifiée formellement. Alors que notre peine ne diminuera jamais, il est important pour nous de continuer à vivre en opposition directe avec ceux qui essayent de nous détruire. Rappelons-nous que la haine est le refuge des individus à l'esprit étriqué et que cela ne fera qu'aggraver les choses. Ce n'est pas le chemin que nous suivrons malgré notre deuil. Un refus de la haine partagé par des milliers de Britanniques qui se sont rassemblés hier à quelques centaines de mètres à peine du lieu de l'attaque. Je suis ici aujourd'hui pour montrer mon soutien à tous ceux qui ont été touchés par cette atrocité. Je pense que nous devons rester forts en tant que communauté et montrer que la peur et la terreur ne parviendront pas à nous séparer. Que l'amour et la compassion vaincront et que nous resterons plus forts tous ensemble. L'amour, pas la terreur. Je suis tellement triste. Les attaques terroristes se déroulent très régulièrement partout à travers le monde. C'est juste que cela semble tellement plus réel et terrible quand cela se déroule ici. Quand cela arrive chez nous, je ne sais pas. Ça me rend beaucoup plus impliquée. Le maire de Londres ainsi que beaucoup d'autres musulmans présents ont tenu à très clairement exprimer leur condamnation totale de ces attaques. Et quant à l'enquête, elle se poursuit. La police a dévoilé hier soir le nom et le visage de 2 des assaillants. Le 3e homme serait un Italo-Marocain. Plusieurs personnes ont été interpellées après cette attaque. Elles ont toutes été libérées. Le point sur cette enquête avec Nicolas Gillard. La police britannique a donc décidé de montrer 2 visages, dont celui de Khurram Butt, 27 ans, né au Pakistan, et connu des services de renseignement. L'individu résidait ici, dans l'un de ses appartements, aujourd'hui cerné par la police. À Barking, ce quartier de Londres, les habitants tentent toujours de comprendre comment des terroristes pouvaient se trouver parmi leurs voisins. Je ne sais vraiment pas quelle folie s'est emparée de lui pour commettre des actes aussi terribles et laisser derrière lui 2 enfants splendides. Je ne sais vraiment pas. J'espère que la police va régler tout ça, qu'on lui donnera plus de pouvoir. La police devrait ramener l'ordre. Tout le monde le devrait. Et alors, seulement, on en aurait fini avec ce terrorisme. En attendant, la police tente d'en savoir plus sur Rachid Redouane, 30 ans, passeport marocain et libyen, est présenté comme le 2e assaillant. Quant au 3e complice, il vient d'être identifié. Il s'agirait d'un Italo-Marocain. Reste que la communauté musulmane sous le choc veut sortir la tête hors de l'eau.
Évidemment, nous devons être honnêtes avec nous-mêmes, être réalistes et comprendre que ces choses arrivent, qu'une ou deux personnes agissent mal. Mais c'est quoi au regard des 2 millions de musulmans qui habitent ici en comparaison avec un individu qui s'est écarté du droit chemin? Depuis dimanche, une dizaine de personnes avaient été arrêtées, des personnes aujourd'hui relâchées. Non loin du lieu de l'attentat, les Londoniens reprenaient peu à peu leurs habitudes, dans un décor immuable, parapluie et crachin. Ouais, des attentats qui ne font pas perdre aux Britanniques leur légendaire sens de l'humour. Rendez-vous d'ailleurs sur la page info du site de la RTBF pour découvrir une autre façon de s'opposer à la terreur. En bref, notons cette prise d'otage ce lundi en Australie. Un individu connu de la police a séquestré une call girl dans un immeuble près de Melbourne. Il aura appelé une radio locale pour affirmer qu'il agissait pour l'EI et pour Al-Qaïda. Le groupe terroriste État islamique a d'ailleurs revendiqué cette attaque un peu plus tard. L'homme cerné par la police a finalement été abattu. Son otage est sauf, mais il semble que le gardien de l'immeuble ait été tué. Et puis c'est le premier homme à avoir fait un selfie dans l'espace. Thomas Pesquet est revenu sur Terre vendredi dernier après 6 mois passés dans la Station spatiale internationale. Le plus jeune astronaute européen, le plus médiatisé aussi, a tenu à rencontrer la presse ce matin au Centre européen des astronautes de Cologne. Apparemment, son retour sur le plancher des vaches se passe plutôt bien. Frédéric Gersdorf. Il s'exprime aujourd'hui à Cologne, les pieds sur terre, après 6 mois dans l'espace et un voyage retour mouvementé. C'était vendredi dans cette capsule qui atteint la vitesse de 28 000 km/h. Vraiment le feu d'artifice quand on commence à rentrer dans l'atmosphère et que le freinage aérothermique, le bouclier thermique s'échauffe et s'érode tout simplement. Donc on voit des étincelles partir du côté des hublots. C'est vraiment des étincelles côté feu d'artifice. Et puis au fur et à mesure, les hublots se carbonisent parce que la température atteint 1500 degrés évidemment à l'extérieur de la capsule. On est dans un plasma un peu rouge et ça fait vraiment science-fiction. Bonjour Thomas, bravo, vraiment bravo à vous. Son retour a été suivi par le président français. 200 jours dans l'espace sans gravité, cela laisse des traces. L'astronaute français de 39 ans, le visage pâle, devait être accompagné pour marcher. Aujourd'hui, cela va mieux, mais la pesanteur lui manque déjà. La sensation de flotter, c'est quand même très très agréable. C'est une sensation de liberté totale. Là, aujourd'hui, chaque mouvement me coûte un petit peu. Alors, montrer de quoi ça a l'air à l'intérieur. Durant sa mission, l'ancien pilote de ligne aura posté des centaines de photos et vidéos faisant vivre à des millions d'internautes sa mission au quotidien. De retour sur Terre, il est devenu une personnalité populaire. Moi, quand j'étais petit, j'aurais adoré suivre une mission dans l'espace. Ça aurait été absolument fantastique. Je pense qu'on a un devoir d'expliquer ce qu'on fait aux gens, parce qu'on le fait pour eux au final. Puis on le fait avec de l'argent public, donc un devoir un peu de transparence. L'opération de communication aura donc bien fonctionné, de quoi justifier au grand public le coût astronomique de la Station spatiale internationale, 150 milliards d'euros au total. Pour la suite, l'astronaute qui aura pu sortir 2 fois de l'ISS va être suivi médicalement pendant 6 mois avant de peut-être retourner pour une nouvelle mission. Voler au-dessus du Champ de Mars à Paris, c'est possible, sans navette spatiale, pour quelques jours en tout cas. Regardez ces images, une tyrolienne a été installée au départ de la Tour Eiffel. Les amateurs de sensations fortes s'élancent à quelques 115 mètres de hauteur. Ils atterrissent 800 mètres plus loin dans l'enceinte de l'école militaire, après un voyage à quand même près de 95 km/h. Frisson garanti. C'est assez joli. Petite balade à présent en pleine nature. Le réseau Natagora compte 210 réserves naturelles. L'une d'elles a 30 ans déjà. Elle est située à Couvin. On va y retrouver immédiatement Emmanuel Morimont. Bonjour Emmanuel. Alors en 1986, au début de l'aventure, 2,5 hectares de terre étaient protégés. Puis aujourd'hui, cette réserve, elle s'étend sur près de 135 hectares. Oui, Véronique, c'est une évolution considérable. Nous sommes ici sur la parcelle originelle de ce projet de réserve naturelle qui en compte aujourd'hui 7 autres. Nous avons rencontré ce matin un homme qui est là depuis le début. Il s'agit du conservateur de cette réserve naturelle, Alain Bouchat. Vous allez voir que ce passionné se bat depuis 30 ans pour préserver cet espace. Finalement, à quoi sert-il cet espace? À quoi sert une réserve naturelle en région wallonne? Pour répondre à cette question, je vous propose de découvrir le reportage que nous avons tourné il y a quelques heures à peine avec Claire Verstraat et Pascal Senki. C'est une des plus grandes pelouses calcaires de la région.
C'est un véritable bijou de biodiversité. Rien que dans cette parcelle, on trouve 12 espèces d'orchidées et 225 plantes supérieures. La variété est au rendez-vous. On est devant ici une orchidée qui s'appelle l'Ophrys bourdon. Alors, on est devant une platentaire, c'est la platentaire à 2 feuilles. 3e de nos 12 espèces de la parcelle. Donc elle s'appelle l'Orchis Bouc. Elle a un labelle très long et torsadé, alors que certains trouvent ressemblant à une barbe de bouc, d'autres à une corne de bouc. Bon, on peut faire travailler l'imagination. Alain Bouchat fait partie des 2000 bénévoles de Natagora. C'est lui qui gère la réserve du Tienne de Dailly au quotidien. L'action de l'homme est ici capitale. Cet espace disparaîtrait s'il n'était pas géré. Il faut empêcher la forêt d'envahir le milieu. Et pour ce faire, eh bien, on doit débroussailler et contrôler les rejets. Parce que les orchidées ont besoin de soleil, en tout cas ces espèces-ci, et si elles n'ont plus de soleil, elles disparaissent. Si la flore est bien représentée, la faune également. Il faut parfois chercher, soulever, mais avec un peu de chance, on peut observer des reptiles comme cet orvet. Pour ce qui est des oiseaux, des spécimens rares occupent l'espace comme le râle des genêts, qui vit dans les hautes herbes, quasi impossible à observer, mais il y en a d'autres. Il y a également la pie-grièche écorcheur, qui est un très très bel oiseau, et dont on a ici une population d'environ 70 couples, qui est une des plus belles populations de toute la Wallonie. En 30 ans, Alain a vu la nature changer. Pour lui, c'est clair, il y a une urgence à agir. En dehors de la réserve, sur 30 ans, eh bien, malheureusement, on voit une dégradation assez rapide de la biodiversité. Et je ressens beaucoup plus maintenant encore qu'avant toute l'urgence qu'il y a et toute la course de vitesse qu'il faut mener pour arriver à protéger notre nature. La région wallonne compte aujourd'hui 13 000 hectares de réserves naturelles, c'est-à-dire un peu moins d'1% du territoire wallon. Voilà, une belle promenade. Merci Emmanuel Morimont pour cette découverte. Et puisqu'il fait gris et pluvieux dehors, on va se courir et se mettre à l'abri au cinéma. Voici le zapping concocté par Hugues Daillé avec les sorties programmées demain, avec l'histoire notamment de ce boxeur valeureux qui a défié Mohamed Ali, mais aussi avec une histoire de momie. Il s'appelle Chuck Wepner. Dans les années 70, il était boxeur, une gloire locale du New Jersey, jusqu'au jour où on lui proposa le combat du siècle, un match contre Mohamed Ali. Contre toute attente, Chuck Wepner a tenu pendant 15 rounds avant de s'incliner. Son courage est devenu légendaire. Some guy named Stallone wrote a screenplay inspired by me. I was like, what? Real Rocky. I told you, you know me. A real Rocky. Everything's gonna be different now, baby. Chuck Wepner n'a pas touché de royalty sur la série des Rocky. The Bleeder, c'est le portrait pittoresque d'un loser très attachant, joué avec brio par Liev Schreiber. Sometimes it's better. Au rayon des blockbusters de l'été, le studio Universal, avec la complicité de Tom Cruise, a décidé de revisiter son vieux catalogue de films d'épouvante. Voici donc un énième remake de La Momie. Le premier film original datait de 1932, autant dire l'Antiquité. This isn't a tomb, it's a prison. Nick! The hieroglyph said she was named Amenet, chosen to be Egypt's next queen. But her thirst for power led her down a darker path, one that had to be stopped. Because of your actions, this ancient power has returned. Alors, effrayante, cette momie de 2017 ? Impossible à dire, car la presse ne découvrira le film que quelques heures avant sa sortie en salle ce mercredi, selon une tactique commerciale éprouvée. Into her own. Enfin, une comédie familiale française. Enguerrand, petit garçon africain, vit une enfance paisible dans sa famille adoptive à Dunkerque. Mais obsédé par la recherche de son père biologique, il décide d'accueillir chez lui un migrant qui veut traverser la Manche, imaginant qu'il s'agit de son papa. Mais qu'est-ce que vous foutez là, vous, là ? Papa, je te présente mon père. Ce monsieur n'est pas ton père biologique. Je te crois pas. T'as pas arrêté de... Comment j'ai rencontré mon père aborde des thèmes graves, mais ne trouve jamais le ton juste. C'est un échec de plus dans la longue série des comédies françaises ratées. Reste là, je suis ton père. Stay with your father. You don't know how lucky.
Nafissatou Thiam se mobilise pour la bonne cause. Elle devient la nouvelle ambassadrice de l'UNICEF. Alors bonjour Christophe Delstange. La sportive vient de l'annoncer à la presse à Anvers. Elle a expliqué son choix qui est mûrement réfléchi. Voilà, mûrement réfléchi parce qu'on sait que Nafissatou Thiam, elle n'a que 22 ans, mais elle ne prend pas de décision à la légère. Une décision donc mûrement réfléchie qu'elle va nous expliquer tout de suite. Alors Nafissatou, pourquoi avoir accepté cette invitation de collaboration avec l'UNICEF ? Alors, tout simplement parce que je pense que c'est vraiment une chouette organisation avec une très belle cause. Ça touche surtout aux enfants et à l'éducation par rapport au projet auquel je vais surtout participer. Et donc voilà, je pense qu'en ce moment les résultats vont très bien et je crois qu'il n'y a pas de meilleur moment pour prêter mon image à une cause et qui au final est peut-être plus importante que mes résultats. Donc voilà, je pense que c'était le moment de le faire. Alors on sait que pour l'UNICEF, deux axes principaux, c'est l'éducation et la santé. Ça vous colle finalement bien, ça colle bien à vos valeurs, alors qu'on sait que vous êtes étudiante en géographie et que vous arrivez à allier les deux, le sport de haut niveau et les études. Ouais, pour moi, les études c'est super important. Je pense qu'avoir un diplôme entre les mains et une éducation, c'est vraiment un outil indispensable. Et donc voilà, c'est pour ça que peut-être ce projet d'accès à l'éducation pour les enfants m'a touché plus particulièrement et que j'avais vraiment envie de participer et d'aider un petit peu. Alors, par rapport aux sollicitations, je suppose que vous en avez beaucoup dans différents domaines. Comment est-ce qu'on fait le tri? Comment est-ce qu'on choisit? Alors le tri, c'est pas moi qui le fais. C'est vrai que toutes les demandes sont envoyées à mes managers et c'est elles qui s'en occupent parce que moi j'essaie de rester concentré sur les études et sur les entraînements et j'ai pas beaucoup de temps entre. Et donc voilà, c'est elles qui font le programme des journées comme aujourd'hui où on essaie de tout rassembler en même temps pour perdre le moins de temps possible. Et voilà, c'est pas évident, il faut souvent dire non, mais c'est pas possible non plus de faire tout, donc il faut trier un petit peu. Justement un tri que vous faites aussi sportivement parce que vous êtes invité à de nombreux meetings, depuis votre titre olympique c'est encore pire, et là aussi vous faites attention. Oui, c'est vrai que des beaux meetings, il y en a beaucoup. Après, moi ce qui m'intéresse c'est d'être prête à l'EPTA. Généralement, on va plutôt m'inviter pour faire du saut en hauteur parce que c'est l'épreuve à laquelle je peux être au niveau des autres spécialistes. Mais voilà, travailler trop la hauteur, c'est pas vraiment intéressant pour moi. Ce qu'il faut, c'est travailler toutes les épreuves. Et donc voilà, je préfère peut-être faire des plus petits meetings, rester en Belgique, mais être prête pour les championnats que partir trop à l'étranger, être fatiguée et au final ne pas vraiment être à 100% bien préparé pour ce qui m'intéresse vraiment, c'est-à-dire les pentathlons. Ouais, ce qui vous intéresse aussi, Nafi, merci beaucoup d'être passé. C'est évidemment les mondiaux qui auront lieu à Londres. Ce sera du 4 au 13 août et c'est évidemment des mondiaux à suivre en direct sur l'RTBF. Le rendez-vous est pris. Merci Christophe, merci à votre invité. Et puis de 1, les Diables Rouges ont battu la République tchèque hier soir. Privés d'Eden Hazard, opéré d'une fracture à la cheville, les Belges ont fait ce qu'il faut pour gagner sans forcer. Une bonne préparation avant leur match de qualification vendredi en Estonie. Résumé de la rencontre avec Pierre Depré. Dans les enseignements positifs, on retiendra le retour de Vincent Kompany après 19 mois d'absence pour blessure à répétition. L'ex-capitaine a repris son rôle de leader du groupe, retrouvé sa place en défense centrale et rassuré sur son niveau de jeu. Juste content d'être avec l'équipe et puis espérons que je ne me fais pas tenir homme à homme pour le prochain match. Non, on a quand même vu en début de match quelques sorties de défense, quelques gestes, typiquement Vince de Prince. Ouais, j'avais envie d'en faire plus, mais bon, je pense que pour aujourd'hui, c'était suffisant. Et voilà, surtout content de pouvoir me remettre en route pour le match de vendredi. La deuxième info importante, c'est le nouveau système de jeu testé par Roberto Martinez et notamment la présence de 2 attaquants, dont Michy Batshuayi. Une première payante, les 2 compères se trouvent les yeux fermés. Ils ouvrent la marque dès la 25e minute. Franchement, j'ai pris beaucoup de plaisir. J'ai écouté les consignes du coach de beaucoup me dépenser, de beaucoup courir, défensivement et offensivement. On devait à chaque fois alterner, un qui décrochait, l'autre qui partait, l'autre qui partait, l'autre qui décrochait. Donc voilà, on ne devait surtout pas rester sur les mêmes lignes tous les deux. Dans le moins bon, on soulignera le relâchement coupable des Belges après le but d'ouverture. Sur cette action un peu confuse, certes entachée d'une faute tchèque sur De Bruyne, Courtois est battu. Les Diables reprendront l'avance à la 52e par Fellaini sur coup de coin de Mertens, 2 joueurs montés à la pause. Au total d'ailleurs, 17 joueurs auront reçu du temps de jeu, ce qui était un des objectifs prioritaires du sélectionneur en vue du match de vendredi en Estonie.
C'était un bon exercice. Les Tchèques ont mis de la pression, comme je l'espérais. Ils ont joué le jeu. C'était un match très ouvert. Ils ont eu des occasions, nous aussi, et je pense que c'était très utile pour nous de voir où en sont les joueurs. Certains sont en très bonne forme, très affûtés. D'autres prennent plus de temps pour retrouver leur meilleur niveau. C'était une bonne préparation. On terminera en soulignant que les Diables ont montré de l'envie dans cette rencontre, ce que le public apprécie toujours. Quelques images encore des parcs liégeois fermés, comme ceux d'autres grandes villes d'ailleurs aujourd'hui, puisque le vent va souffler relativement fort. Il s'agit donc d'être prudent et d'éviter, vous le voyez, les promenades en forêt dans les prochaines heures. Et en effet, les rafales pourraient atteindre entre 80 voire 90 km/h. Des averses orageuses vont se propager rapidement de la côte vers les terres. Et puis les températures, elles sont un peu plus fraîches qu'hier, comptées entre 13 et 17 degrés. Voilà, c'est la fin de ce journal. Prochain rendez-vous avec la rédaction, 18h30 pour parler consommation avec les pigeons. À 19h30, le JT. Des émissions à revoir comme toutes celles de la RTBF d'ailleurs sur Ovio. Merci de votre attention. Très belle fin de journée à tous. À demain.